Ok, bonjour à tous. Merci, n'hésitez pas par des petits messages nous évoquer. Je vois que vous avez vu ma question. Voilà. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait Laurent, enfin voilà, les habitués de ManagerEduc, est-ce que vous pourriez me dire un petit signe et nous dire si vous nous entendez bien? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, donc vous nous entendez, ça y est, on peut démarrer, pardon, excusez-moi. Pascal Gilles, proviseur d'un lycée à Argenteuil, ex-principal et proviseur aussi d'un lycée professionnel, essentiellement dans le Val d'Oise, donc dans l'est de la région parisienne, et plutôt avec des publics, on va dire, d'éducation prioritaire. Membre de ManagerEduc, donc je vous rappelle cette communauté d'échange de pratiques, de réflexion, mais aussi d'apport un peu de contenu, et qui propose régulièrement des rendez-vous. Et surtout, je vais permettre à Monsieur Carès, que vous avez déjà rencontré, parce qu'il y a à peu près un mois, au tout début de la crise, on avait fait, je me souviens, une réunion de ce type autour de la question cellule de crise, comment agir et quelles préconisations vous pourriez nous apporter. Et d'autre part, là, on est plutôt dans la logique inverse, avec autant il avait fallu agir vite, autant là, on a l'impression qu'il faut à la fois aller agir assez vite, mais qu'en réalité, on est face à des échéances mouvantes et qu'on ne sait pas exactement. Je vois qu'il y a des collègues d'école primaire, donc a priori pour vous, suivant vos situations, la reprise peut être lundi, pour d'autres la reprise peut être jeudi, pour d'autres la reprise peut rester un point d'interrogation. Je vois qu'il y a des collègues de collège qui pour eux la reprise est plus ou moins le 18, là encore avec des questions, et pour ceux qui sont en lycée, on est dans une réouverture au public a priori plus ou moins possible à partir du 11, mais avec des retours des élèves dans des groupes, on va dire, d'apprentissage à partir du 2 juin au mieux. Voilà. Et bonjour aussi à tous les collègues qui sont de l'étranger. Et vous n'hésitez pas à inscrire vos questions, vos remarques dans le chat. Et je remercie aussi Guénolé donc de Synlab, l'association qui a mis en œuvre ce beau projet ManagerEduc, qui fait la synthèse et nous alertera sur un certain nombre de questions. Monsieur Carès, est-ce qu'on peut vous redemander de vous représenter Oui, et bien puis de sûr. commencer un peu à nous dire, lié à votre expérience, un peu des petits conseils ou des grands même que vous pourriez Oui, nous apporter bien, en cette période de bien, déconfinement. bien sûr. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Bon, certains qui m'ont vu il y a quelques semaines. D'ailleurs, j'étais dans le noir parce que j'avais pas mis la lumière à cette époque-là, c'était plus sombre. Donc, je suis un ex-colonel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'ai quitté le service en juin 2018 et depuis l'été 2018, je suis directeur associé dans un cabinet de gestion et communication de crise qui s'appelle le cabinet Multidis et qui a 10 ans d'existence. Donc, dans ce cadre-là, nous accompagnons les organisations publiques et privées dans le pilotage des situations sensibles et notamment en ce moment dans l'accompagnement de la reprise d'activité des entreprises. Mais ce qui m'intéresse également, c'est d'aider l'éducation nationale et les chefs d'établissement de toute taille, de tout type d'établissement à aborder cette période un petit peu délicate qui est celle du retour des élèves, mais également des professionnels de l'établissement, que ce soit les professionnels professeurs, mais également tous les personnels administratifs et de soutien, avec des configurations qui sont différentes selon que vous releviez pour le soutien et des infrastructures du département, de la région ou de la commune, et avec d'ailleurs des choix communaux qui parfois sont dissemblables d'une commune à l'autre. Je pense que je pourrais commencer par. Alors, j'ai pas la prétention d'apporter des réponses à des situations qui sont très, très locales et très spécifiques quand même, aussi bien à vos infrastructures qu'à votre localisation et puis également à l'environnement humain de vos établissements, que ce soit celui des élèves que des professionnels qui y travaillent. Je vais simplement, comme la première fois, vous amener quelques éléments de réflexion pour vous aider dans cette démarche et puis des éléments de méthode. Hein, tout d'abord, il est clair qu'il faut que vous ayez un appui, hein, et que vous analysez bien la situation.
un appui sur le plan éducationnel de l'académie avec des référents. Ensuite, quelle est la position de votre partenaire institutionnel pour ce qui concerne les soutiens? Quelle est la position du maire? Quelle est la position du département? Quelle est la position de la région? On voit bien qu'il y a également des choix qui sont dissemblés suivant les territoires. Quelle est la situation de votre ressource humaine, aussi bien sur le plan éducatif, administratif, mais également les personnels de soutien technique? Quelles sont leurs appréhensions par rapport à cette reprise? Quelles sont leurs motivations? Comment eux-mêmes ils voient cette reprise? Bon, je pense que de toute façon, vous l'avez dû déjà le faire, il sera nécessaire de faire des réunions en amont. Quelle est également euh, l'environnement infrastructure de votre établissement? Comment est-ce qu'il est configuré? Quelles sont les potentialités en matière de respect de tout ou partie des 54 pages du guide de reprise d'activité, qui est certes un objectif très, très ambitieux, mais qu'il faut mettre avant tout en pratique, hein, suivant la configuration de vos établissements. Alors tout cela, ça vous amènera bien sûr de manière progressive à gérer un flux d'élèves qui sera, à mon avis, dans les premiers temps, bien inférieur à celui que vous aviez à gérer. Peut-être la nécessité de cibler justement les élèves qui désireraient revenir en classe ou qui auraient nécessité à faire revenir en classe parce qu'ils sont en difficulté aussi bien sur le plan éducatif que sur le plan social, hein, ou familial. Également, cette gestion du temps, comment vous comptez gérer le temps hein, de cette reprise. Et je pense qu'en la matière, il est urgent de ne pas se presser, d'y aller doucement et de faire ça de manière progressive. Alors bien sûr, le 11 mai a été annoncé comme date, mais je pense qu'il peut y avoir des éléments de pré-rentrée, de coordination avec les professionnels de l'établissement avant d'établir un vrai plan de montée en puissance de la rentrée, en ciblant les élèves, hein, pour différentes raisons, et puis également en organisant le temps de travail. Hein. Je pense qu'un temps de travail, les premiers temps, avec une matinée travaillée peut-être, et puis un après-midi chômé pour faire le retour d'expérience de ce que l'on a vécu, c'est également quelque chose qui peut être une grande utilité. Enfin, je pense que vu la configuration disparate de vos établissements, il pourrait être intéressant dès avant la rentrée de mettre en place des classes pilotes, des classes où vous avez mis en place tout simplement les mesures sanitaires et de voir comment ça peut fonctionner en réfléchissant de manière collective, de manière à rassurer aussi bien les professeurs que les parents, parce que les parents d'élèves sont également un élément primordial de cette reprise. Et comme je dis, le flux d'élèves, il y a ce flux d'élèves lorsqu'ils arrivent, avant les cours, ensuite lorsqu'ils rentrent en classe, ensuite l'intercours, ensuite la phase de la restauration et puis la phase du départ sont des choses qu'il faut penser. Donc, comme je vous l'ai dit, votre établissement, il a une situation RH qui est spécifique, hein, de professionnels, que ce soit des professionnels de l'éducation, des professionnels administratifs et des professionnels de soutien technique. Vous avez une configuration qui est spécifique de vos élèves. Vous avez les parents qui sont, comme je l'ai dit, un élément primordial de votre aide, de votre réflexion pour la reprise. Et puis, bien sûr, quelle est la position de votre rattachement logistique? Quand je dis le rattachement logistique, c'est la région, le département et la commune. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire le bilan au niveau de votre établissement des forces de votre établissement, des faiblesses éventuellement, des risques qui pourraient être liés à cette reprise, et ensuite d'en tirer des actions, hein, les forces, les faiblesses, les risques, et ensuite en tirer des actions qui pourraient être des actions qui seraient des actions correctives pour vous aider à reprendre cette activité. Ensuite, il faut bien comprendre que vous pouvez déjà vous projeter sur un scénario de montée en puissance de votre reprise. Hein. Il est évident que vous n'allez pas avoir 100% de vos effectifs d'élèves, mais également, très possiblement, également de professionnels, hein, pour différentes raisons. Donc, quelle est votre capacité à gérer votre montée en puissance dans la durée jusqu'à arriver à un niveau, on va dire, stabilisé de rentrée, de travail éducationnel presque normalisé jusqu'aux vacances, où là, vous allez avoir évidemment l'arrêt des vacances qui vous permettra de faire le retour d'expérience sur ce que vous avez pu pour préparer
la rentrée suivante en septembre. Alors, je pense qu'il y a des critères qui sont évidents, qu'il faut valider avant de se dire, OK, je suis prêt pour faire la reprise des cours, hein, quel que soit le type d'établissement. C'est la sécurité. Est-ce que concrètement, j'ai pensé à ma sécurité sur le flux d'élèves, sur l'accueil au sein des classes, sur l'interclasse, sur la récréation, sur la partie restauration, et surtout comment, au sein des classes, je gère cette fameuse distanciation sociale et, on va dire, la sécurité sanitaire. Donc, d'où l'intérêt d'avoir comme une sorte de classe pilote ou de salle pilote qui permet de valider et de rassurer en amont sur le plan de la communication aussi bien les parents d'élèves que les professionnels qui auront à agir dans l'établissement. Hein. Ensuite, sur le plan des principes, je pense qu'il faudra mettre en œuvre pour cette reprise des cours. Eh bien, tout d'abord, il y en a un qui est très essentiel, que je dis, il est urgent de ne pas se presser, c'est la progressivité. Donc, vous considérez que vous êtes en montée en puissance, par exemple, sur 1 à 2 semaines, jusqu'à arriver à un niveau seuil. Vous estimez votre niveau seuil maximal d'accueil d'effectifs d'élèves en fonction justement des normes de sécurité qui vous sont imposées. Sachant que vous Alors, pouvez... Oui. Monsieur Carré, si je peux me permettre, il me semble que c'est un point très important pour rassurer les usagers, j'allais dire, que ce soit à la fois les élèves suivant leur âge et les parents, parce qu'on entend aussi d'inquiétude. On entend aussi, il me semble aussi, on y reviendra peut-être un peu en prenant un peu les travaux de Monsieur Solignac, les différents profils de personnes qui peuvent revenir, parce qu'il y a aussi, et moi je viens de faire un CVL avec des élèves qui me disaient, mais attention, nous notre crainte, c'est plutôt les élèves qui ont trop envie de revenir et qui vont pas respecter les gestes barrières. C'est plutôt la peur des autres que. Et donc le fait d'annoncer la progressivité me semble être une façon de rassurer pour montrer qu'effectivement on a des étapes et qu'en fonction de ces étapes, on fera des retours d'expérience, on associera chacun. Est-ce que c'est bien ça votre démarche que vous préconisez? En fait, comme je dis, il est urgent de ne pas se presser. C'est vraiment quelque chose à retenir pour cette rentrée. Donc, avoir un plan de montée en puissance progressif qui valide après chaque étape de montée en puissance, et bien aussi bien la partie sécurité, parce que de toute façon, vous allez ouvrir votre établissement, donc vous allez avoir un retour d'expérience entre ce que vous avez pensé et ce qui va se passer concrètement lors des cours, vous allez avoir un retour d'expérience. D'où l'intérêt de cette progressivité et de cette coordination. Je reviendrai après sur l'organisation à mettre en place qui correspondra à ce que j'avais dit il y a quelques semaines sur la partie gestion de crise pour traiter le confinement avec les élèves. Ensuite, il sera important d'être réactif, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un problème qui sera posé, de chercher le plus rapidement possible à y apporter une réponse concrète et effective. Et bien sûr, la communication, parce que il est évident que rassurer, c'est lié également à la communication. C'est que tous les éléments que vous allez mettre en place pour cette rentrée seront d'autant plus opérationnels et efficients si vous communiquez vis-à-vis de vos élèves, pour toutes les normes de sécurité sanitaire, vis-à-vis des parents, pour les rassurer, et évidemment vis-à-vis de votre corps professoral et de tous les professionnels qui ont à agir dans l'établissement. Ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il faut mettre une organisation de pilotage de cette rentrée, hein, comme celle que j'avais proposé de mettre en place pour gérer la partie éducative du confinement. Vous ayez une cellule de pilotage de votre rentrée, hein, qui permet de suivre la rentrée, de répondre aux sollicitations et tous les soirs de faire un point de situation de ce qui s'est passé pour faire le retour d'expérience pour la journée suivante. Hein. Vous pouvez très bien avoir une rentrée, la première semaine, vous faites un jour de cours, un jour de retour d'expérience et un jour de cours. Ce qu'il faut, c'est vraiment rassurer, montrer que vous recommencez l'activité et vous êtes dans une progressivité, une montée en puissance, jusqu'à ce que vous ayez décidé de dire, là, on est arrivé à un niveau de stabilisation qui correspond à nos capacités d'accueil en fonction des mesures sanitaires, et on va travailler selon ce mode-là. Et là, vous aurez stabilisé votre système. Si je voulais résumer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que, un, il faut sécuriser, deux, il faut rassurer, trois, il faut tester, c'est qu'il faut tester des configurations de classe, des configurations de flux d'élèves, il faut tester concrètement, hein. C'est quasiment obligé.
Ensuite, il faut planifier la montée en puissance. Et bien sûr, il faut piloter avec une organisation qui permettra de piloter au quotidien et de réagir pour faire face aux éventuels problèmes. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie d'exposé, et puis maintenant on peut rentrer dans les échanges. Et dans des points plus de questions, n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à poser des questions. Là, dans ce que vous dites, concrètement, il me semble d'une part qu'on peut s'appuyer sur ce que nous avons déjà vu plutôt sur des classes du premier degré et des directeurs d'école du Danemark qui étaient avec nous, je crois, jeudi ou mercredi dernier, et qui disaient très concrètement qu'ils ont, comme vous le disiez, prévu des petites capsules vidéo. Ils ont partagé avant quasiment que les élèves rentrent en classe, les documents autour des gestes barrières. Et j'entendais moi des collègues du premier degré et j'ai un peu, j'allais dire, piqué l'idée, dit de manière un peu triviale dans l'établissement, parce que je vais être amené moi, j'aurai un internat qui va réouvrir un peu plus tôt, mais même à commencer à travailler là avec des élèves élus du CVL ou on peut imaginer, voilà, même chose avec les agents, même chose avec les professeurs, une charte quelque part du déconfiné et un document qui traduit, comme vous l'avez dit, en plus c'est 54 pages, mais qui permet à chacun de montrer qu'à la limite, on reste maître des décisions de sécurité parce que c'est bien notre rôle en tant que pilote, mais qu'en revanche, on va partager le dispositif et de la même façon que je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui prévoient aussi des sortes de comités d'hygiène et de sécurité où à un moment donné, on va simuler, on va mesurer, on va faire quelques petites photos qui permettent, et je rejoins votre idée, et par expérience, ne serait-ce que là, parce que l'établissement a commencé à redémarrer un petit peu, le fait de passer par ce temps-là et d'avoir ce sentiment de temps perdu, peut-être, est en fait du temps gagné par la suite, parce que chacun des personnes rassurées se fait porteur du message. Et j'ai l'impression que comme ça, on essaime, et puis ça correspond à notre parti pris de Manageduc, que dire que plus on est dans le participatif, le plus on avance. Mais il faut vraiment que l'ensemble des parties prenantes, élèves, parents, professionnels, sentent qu'il y a de la maîtrise. Et cette maîtrise, vous l'avez par la progressivité. C'est que on commence doucement, on monte en puissance doucement, on fait chaque fois du retour d'expérience, on teste en amont des dispositifs, hein, en communiquant dessus, et ça évitera ce phénomène un petit peu d'oppression et de panique qui peut habiter les parents, les élèves, certains élèves, les professionnels, de se sentir presque acculés avec cette date du 11 mai qui pose de nombreuses questions à de nombreux professionnels, et même de responsables politiques ou de responsables communaux. On voit bien que certains maires sont très dubitatifs par rapport à cette date. Donc, il faut amener de la progressivité et de la montée en puissance. Hein. Bon, vous allez être sur une découverte. Vous connaissez vos établissements, vous connaissez vos élèves, mais vous allez être dans une configuration qui n'est pas la configuration habituelle. C'est pour cela que les 54 pages du guide, eh bien, concrètement, il faut les mettre, les déployer de manière pragmatique, hein, et expliquer comment ça va fonctionner, et puis les tester, et quitte même à faire des petits films de la classe en fonctionnement, hein, et de communiquer dessus, la première classe test, hein, et de faire le retour d'expérience. Ça peut être très intéressant, ça peut également servir de modèle pour d'autres établissements, mais il faut vraiment y aller progressivement et puis tester, agir, réagir, faire des retours d'expérience et avec une équipe de projet ou une équipe HSE, comme vous disiez, mais surtout, il faut qu'il y ait un pilote, en fait, une cellule de pilotage de cette rentrée hein, qui permette de réagir et de piloter ces retours d'expérience et la communication, bien sûr. alors, donc, je retiens un peu vos idées. Je retenais un peu la matrice aussi, si j'ai bien compris, ce que nous on a tendance à appeler une matrice SWOT, c'est-à-dire on n'est pas loin de l'équilibre force, faiblesse, risque et opportunité, et ne pas hésiter, je pense aussi dans cette période, ce qui nous fait revenir au sens de notre métier éducatif, à se poser un peu sur ces opportunités et sur ce qu'on a retenu, comme vous l'avez dit, de cette période qui a été difficile pour tout le monde, hein, je crois, mais concrètement aussi, il va certainement ressortir quelques points positifs et que ça nous fait revenir au pédagogique. Tout à l'heure, on était un peu en comité de pilotage Manageduc et donc une petite dizaine, et on se disait là en ce moment, on a l'impression d'être beaucoup pris par des questions très matérielles, les masques, les gants, les gels, etc., à en oublier un peu le sens de nos métiers. Et il me semble qu'il faut qu'on arrive à se réunir autour du sens, ce qui est bien, comme vous l'avez dit, protéger des élèves fait bien partie des choses qu'un professeur a l'habitude de faire très régulièrement. Il faut vraiment objectiver votre rentrée, ce que je vous disais, rassurer,
tester, communiquer, monter en puissance. Parce que lorsque vous êtes sur la gestion, évidemment que derrière, il y a des éléments qui sont matériels, comme le gel hydroalcoolique, les masques, tout ce que vous voulez, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est votre stratégie de reprise des cours. Et c'est après que vous aurez les éléments matériels qui viendront venir consolider et structurer votre stratégie. Donc, il faut faire vraiment une progressivité. Et ensuite, c'est là où vous allez dire, bah, écoutez, moi, en fonction de ma progressivité, de ma planification, je vois que dans 1 à 2 semaines, il faudra que je sois recomplété, par exemple en masque ou ainsi de suite. Et si vous voulez, il ne faut pas s'arrêter au départ sur ces détails techniques. Il faut d'abord avoir une stratégie et très honnêtement, il faut vraiment être sur la progressivité, la communication et rassurer l'ensemble des parties prenantes, les élèves, les parents, les professeurs, les personnels de soutien et les personnels administratifs. Alors, comme vous le disiez, hein, je pense qu'en plus, ce qui doit nous guider et qui renvoie aussi au sens de nos métiers, c'est d'aller vers les élèves qui en ont le plus besoin. Bien Et sûr. je pense qu'on est même dans une logique parfois, malheureusement, de gérer ces besoins et de dire à certains, bah, c'est un peu difficile, mais on comprend votre envie de retourner tout de suite, mais là, on n'est pas prêt. Donc, prenons notre temps, Et vous très n'êtes pas clairement. prioritaire. Ouais. On en revient à la matrice de criticité que j'avais proposée lors du dernier webinaire sur la criticité éducative des élèves. Il y a des élèves pour des raisons éducatives, pour des raisons numériques, pour des raisons sociales, familiales, qui sont en difficulté, qui vont sortir de ce confinement en difficulté. Et vous le savez très bien. Bon, ils étaient souvent en difficulté avant d'ailleurs, mais là, ils vont sortir du confinement en confinement. Peut-être que eux, ce sont des élèves prioritaires également à mener précocement par rapport à d'autres sur cette rentrée. Hein, de même qu'il y a ensuite les élèves qui appartiennent dont les parents font partie des professions qui sont des professions qui sont primordiales pour la reprise d'activité de la nation. Mais il faut cibler les élèves en fonction de leur contexte socio-éducatif. Hein, et donc, oui, allez-y. Alors, il y avait une question parce que je me souviens, et quand on avait été avec Monsieur Solignac, psychologue spécialisé dans le confinement et entre autres qui avait beaucoup travaillé sur les confinements des cosmonautes Ah oui. et d'autres sportifs et autres, il nous avait dit qu'il y avait plusieurs certainement de types de retours et qu'il y aurait très clairement des personnes que moi j'ai surnommé un peu les hussards quelque part, c'est-à-dire Ouais. ces personnes très Ah oui. engagées, Ouais, bien sûr. voire même, et j'imagine que dans votre carrière professionnelle de temps en temps vous avez dû en gérer, Ouais. et même chose au niveau des élèves, c'est-à-dire ceux qui ont le sentiment que le risque n'existe pas ou qui l'ont pas perçu. Et donc Stéphanie nous posait la question, en gros, comment gérer un élève qui n'a pas compris les gestes barrières, qui ne les respecte pas. Je vous dirais presque comment gérer un peu des adultes, parce que moi j'ai déjà des adultes qui sont venus et qui ont réussi à rentrer dans l'établissement sans avoir prévenu personne, en se disant c'est pas très grave. Et je voyais, alors je crois que c'est Christine qui répondait, avant tout être pédagogique, avant d'être répressif. Là encore, revenir à de la communication, à de l'explication. Vous-même, enfin, j'imagine que Bien ça doit sûr. pouvoir se produire. Vous êtes en intervention, il y a des voisins qui sont là, qui ont envie d'agir. Enfin, comment on peut gérer et s'appuyer sur votre expérience? D'abord, d'abord, il faut communiquer, expliquer en amont. C'est que nul n'est censé ignorer la loi à condition que la loi ait été communiquée et bien traduite sur le plan pratique, hein, parce que c'est bien traduit sur le plan pratique et appliqué à l'établissement. Il faut considérer que l'établissement, c'est quand même un sanctuaire au sens propre du terme, et que la classe aussi devient un sanctuaire. C'est que globalement, dès que les gens sont dans la classe, il faut que les gens soient en situation de sécurité sanitaire. C'est-à-dire que pour cela, la classe, eh bien, il y a des normes qui doivent être respectées. Hein, et même qu'au sein de l'établissement, durant les déplacements. Lorsque vous avez un élève ou un adulte qui ne veut pas se conformer à ces règles sanitaires, je pense qu'il faut faire appel à sa responsabilité dans un premier temps, et ensuite, s'il y a une incompréhension, on passe sur un autre registre. Hein. Pour en revenir ensuite aux gens qui sont très motivés, aussi bien pour assurer les cours que pour y participer, il faut leur faire comprendre que il faut le faire dans des conditions de sécurité. Et ensuite, pour ceux qui veulent assister très rapidement au cours et qui ne feraient pas partie en fait des élèves prioritaires,
simplement leur expliquer qu'ils reviendront en cours en leur donnant une date, de manière à leur donner quand même une réponse précise. Il ne faut pas laisser les gens dans l'expectative sans leur donner des réponses précises. Tout à fait. Et je pense en plus qu'on peut assez facilement, pour les élèves, alors après ça dépend bien sûr des niveaux, hein, j'imagine que sur des élèves de CP les choses sont un peu plus compliquées, mais organiser à un moment donné une distribution, une fois que les écoles ont plus ou moins repris, une distribution de support papier ou autre qui fait que même si l'élève n'est pas dans les meilleures conditions numériques de travail, concrètement, il peut avoir le sentiment d'avancer en lui donnant là encore un peu des petites étapes, en lui disant tu rends ton travail et on y apporte une attention un peu particulière. Alors, Albina posait une question là qui est complexe par définition, qui était je suis face à un maire, face à une collectivité territoriale, et on sait bien qu'à la fois pour des raisons qui peuvent être d'inquiétude, pour des raisons politiques qui nous dépassent peut-être un peu, et on sait qu'on est en plus dans certaines mairies, on est encore en période électorale, là aussi avec une échéance qui n'est pas située. On sait très bien qu'il y a des directeurs d'école en particulier qui se sentent coincés entre des familles et l'institution éducation nationale qui dit bah, faut que vous repreniez parce qu'il y a, comme vous le disiez, en plus des publics prioritaires, et des maires qui disent moi je refuse, ou des collectivités territoriales qui disent moi je refuse de mettre des agents dans les établissements scolaires, ce qui bloque sacrément la reprise, et qui disent à la limite c'est votre problème. Comment, sur ce type de questions, à votre avis, on pourrait répondre? Et puis moi, je me permettrai de compléter un petit peu les choses. Alors là, on est dans le cas que j'ai évoqué en introduction, c'est que, évidemment, lorsque vous êtes face à une autorité de soutien logistique, notamment sur la soutien technique d'un établissement qui, en fait, est réfractaire ou a décidé de ne pas ouvrir les écoles, vous êtes vraiment face à une difficulté, c'est de partage des responsabilités entre l'éducation nationale et puis la responsabilité du maire, hein, la responsabilité des écoles. Donc là, je pense qu'il faut en référer directement à l'académie. Hein. Il vous donne une conduite à tenir. C'est pas à vous de prendre la responsabilité d'ouvrir des cours alors que vous n'avez pas tout le personnel pour assurer cette réouverture des cours. Et c'est à l'académie de rentrer en jeu pour trouver un terrain d'accord avec la mairie ou l'autorité de tutelle considérée. Alors tout à fait. On était avec donc encore ce midi avec des IEN de circonscription qui disaient clairement, et à un moment donné, c'est le rôle des IEN normalement d'assumer ce type de discussion, même si je sais que c'est pas si facile et que concrètement ils peuvent avoir 5 communes à gérer, donc ne serait-ce que dans le temps c'est compliqué. Mais je rejoins votre préconisation. Il me semble que ce qui est important, c'est qu'aussi que chacun reste dans ses missions et dans le champ de ses missions, et que on rajouterait du chaos parfois, même avec une bonne volonté, à sortir des choses. Le deuxième point, là aussi, par expérience, mais je sais que c'est pas si simple et que ça prend du temps et que là on l'a pas obligatoirement, et que quand on est installé dans une commune, c'est beaucoup plus facile que si on a ce type de direction à assumer quand c'est la première année ou si le maire vient d'être élu. Enfin, vous comprenez les choses, mais que la réponse est peut-être de dire bah, j'entends, et qu'est-ce qu'on construit et comment on donne des échéances et comment quand même on arrive à répondre à ces élèves, parce que assurément, alors Laurent qui est avec nous, Kaufmann, nous rappelle régulièrement qu'il y a 70% des élèves pauvres entre guillemets en France qui ne sont pas dans des réseaux d'éducation prioritaire, et donc ça veut dire qu'assurément dans chaque école, et je pense qu'il y a peu de maires qui n'y seraient pas sensibles, il y a des choses à proposer et des éléments à travailler. On avait été très surpris aussi au niveau du Danemark, alors que le climat m'a pas l'air beaucoup plus favorable que le nôtre. Ils ont énormément travaillé avec les animateurs des villes et autres, et ils ont réussi pour un certain nombre à arriver à des taux progressivement, mais de 70 à 80% de reprise, en faisant classe souvent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont favorisé des activités de découverte de l'environnement, et qui était une autre façon de penser les choses. Alors, j'ai bien conscience qu'en fonction, si vous êtes dans une école rurale ou si vous êtes au plein milieu d'Argenteuil, les choses sont pas du tout la même chose, parce que vous aurez du mal à ne pas croiser quelqu'un, mais il y a aussi des pistes des fois en décentrant peut-être un peu les problématiques, il me semble, dans cette direction-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des moments où ça sert à rien d'aller face à une difficulté et à y perdre son énergie. Et comme je vous disais, la progressivité, ça veut dire que l'on fait les choses de manière posée. Si déjà vous êtes en difficulté parce que vous avez une autorité réfractaire sur le plan du soutien de l'établissement, vous n'allez pas être dans une progressivité, vous allez chercher à faire des aménagements qui vont être parfois acrobatiques. Donc
ça va à l'encontre de la sérénité. Donc il faut plutôt repartir dans une négociation pilotée par l'académie avec cette autorité qui doit contribuer à la rentrée. De toute façon, c'est également son intérêt. Laurent Kaufmann nous disait que aussi pour rassurer, lui, il avait proposé pendant les temps, et il a déjà commencé d'ailleurs, de faire un peu des temps d'écoute, comme vous le disiez, et un retour d'expérience à la fois Ouais, sur ce qui s'est passé ouais, pédagogiquement, mais tout à aussi un fait. retour d'expérience sur la dimension vécue des événements. Exactement. Très honnêtement, bon, moi, je ne suis pas chef d'établissement, mais face à une problématique telle que celle-là, je pense que sur la rentrée, la première ou la deuxième semaine, je ferai un jour de cours, un jour de retour d'expérience, un jour de cours, un jour de retour d'expérience, ou alors une demi-journée de cours, une demi-journée de retour d'expérience. Mais je pense qu'un jour sur deux, c'est bien, parce que ça permet de vraiment laisser le temps à l'équipe de se reposer, de faire du retour d'expérience. On peut faire ça, par exemple, la première semaine, et peu à peu monter en puissance au fil de ce retour d'expérience. Alors, Véronique nous posait la question autour de que répondre à des collègues qui s'inquiètent de ne pas faire de la pédagogie en raison de l'application des règles barrières en classe. Je pense que là aussi, à un moment donné, il ne faut pas, faut rester dans une certaine transparence et expliquer que concrètement, ce qui va se passer là, quoi qu'on fasse, et en particulier parce qu'on est sur des groupes de 15, alors il y a parfois Ouais, des classes où on est à 15, mais vous m'avez compris, mais que dans la majorité des cas, ce qu'on maintient, c'est un lien avec l'apprentissage et l'acte d'apprendre, ce n'est pas une garantie d'une efficacité retour à la normale très clairement. Donc par définition, oui, on n'arrivera pas à faire complètement de la pédagogie. Après, je rappelle que quand même, une fois que la classe est installée, a priori, on peut quand même avoir des actes pédagogiques. Alors, pas obligatoirement de grande proximité, mais il y a peut-être des adaptations qui permettent de le faire en partie. bon, tout dépend de l'âge des enfants. Bon, bon, je ne devrais peut-être pas le dire, mais il y a parfois des prises de risque qui sont vraiment minimes. À partir du moment où vous êtes protégé et que vous approchez d'un élève qui est protégé, si vous devez lui montrer comment il écrit quelque chose, ou il y a peut-être des manières de lui montrer autrement. Euh, C'est faut, plus, à mon avis, les problématiques. il faut sortir d'une forme d'hystérisation aussi quand même de la situation, hein. Il faut rester rationnel, rassurer, rester rationnel, montrer qu'on a mis en place des mesures et puis Alors, piloter progressivement tout ça. et c'est clair qu'il faut, à mon avis, aussi réaménager quand même sa pédagogie, que des collègues qui seraient sur des pédagogies très reposant sur le groupe, sur Ouais. l'échange entre Ah les oui, élèves bien au sûr. niveau des groupes, là où il faut arriver à l'organiser à distance, et c'est plus ou moins simple suivant, comme vous Ah l'avez dit, oui, l'espace, les outils bien numériques sûr. peuvent permettre de le faire en collège ou en lycée. J'imagine que c'est plus compliqué quand ces outils n'existent pas, Tout à mais fait. ce qui est clair, qu'il y a des adaptations à poser à un moment donné. Mais là encore, rester dans la logique de se dire, j'arriverai pas à 100%, mais si j'arrive peut-être à 15-20%, c'est Bien déjà sûr. bien, et je serai à 25% la semaine d'après. Bon, ça peut pas se quantifier de cette façon-là, mais je pense qu'il faut aussi dégonfler parfois Bien sûr. la pression que se mettent un certain nombre de collègues. Tout à Euh, fait. Patch évoquait le fait que les AED, bien sûr, pourraient être utiles pour relayer les consignes tout au long du temps de présence. Je pense qu'il y a toute la logique aussi d'affichage. Vous Mhm. disiez les retours d'expérience le soir. Peut-être est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le fonctionnement d'une cellule de veille communication. Vous nous aviez un peu parlé Oui, à la fois, je crois, d'une main courante et de la nécessité d'avoir des retours oui, sur ce qui s'est passé. exactement, en fait. Bon, là, vous allez être la cellule que j'avais proposée. Il y avait une cellule de veille écoute et une cellule opérationnelle pour répondre aux sollicitations. Et il y avait un élément mobile hein, pour aller au contact des élèves en difficulté. On peut aller sur une cellule simplement avec une veille écoute et puis une cellule opérationnelle qui est là pour répondre aux sollicitations éventuelles ou aux problèmes qui se poseraient dans la journée et qui permettra de conduire le retour d'expérience le jour du retour d'expérience. Donc vous faites votre journée de cours, le lendemain vous faites une journée de retour d'expérience de manière à préparer peut-être la deuxième journée de cours avec une montée en puissance. Vous étiez par exemple, je sais pas, à 2 ou 3 classes, vous montez à 4 ou 5 la deuxième journée, comme ça peu à peu vous êtes en escalation, hein, comme on dit dans les milieux financiers, montée en puissance par palier de manière à arriver à votre seuil d'effectif admissible en fonction des circonstances sanitaires qui sont imposées par la période actuelle.
Merci. Et je reviens, parce que c'est une idée qui nous avait, je crois, beaucoup éclairé quand vous l'avez dit, le fait de mettre en place ce qui existe d'habitude plus ou moins suivant les structures, mais le fait d'avoir ne serait-ce que par exemple une adresse mail dédiée avec des secrétariats à distance ou en présentiel, alors là je passe plus pour les collèges et les lycées, mais ou une boîte, mais d'avoir cette possibilité d'exprimer à un moment ses doutes en sachant qu'on aura une réponse pas obligatoirement immédiate, est une vraie façon de différer. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que ça renvoie à toutes les techniques qui disent que dans un agenda de cadre, à un moment donné, on va se réserver des plages pour gérer la crise. Et qu'en gros, je sais qu'on s'était dit aussi la dernière fois de se dire, je sais pas si c'est sur le temps du midi, mais prendre un peu des rituels qui font que on va avoir l'habitude, on va avoir la possibilité, on ouvre un cahier dans une école primaire où on note les choses et il y aura une réponse apportée, mais que la personne ait bien la possibilité de dire quand il en a besoin, mais en revanche, ne pas se laisser piéger, nous, par le sentiment qu'on doit répondre tout le temps, qui fait que, d'une part, on va s'épuiser et qu'en gros, on ne va pas avancer beaucoup. Est-ce que j'ai à peu près compris ce que vous préconisez? Dans le processus d'action-réaction, en fait, hein, ça dépend évidemment du problème considéré. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie de montée en puissance de votre rentrée scolaire par palier. Donc, un premier palier le premier jour, ensuite un retour d'expérience, un deuxième palier, et comme ça, on monte de manière maîtrisée, hein, vraiment une manière maîtrisée de monter en puissance jusqu'à arriver à votre niveau seuil d'effectif en fonction des conditions qui vous sont imposées de la distanciation sociale. Et on voit bien qu'au niveau national, c'est un peu la façon dont est un peu gérée la crise. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous annonce des temps de décision et on nous annonce les éléments mis en œuvre et que tout ce qui est difficile pour nous, et on le voit bien, c'est tout ce qui fuite ou tout ce qui est annoncé et contredit, même si on peut imaginer qu'à la fois c'était intelligent de le penser le lundi et intelligent de le contredire le mardi. Je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait une résolution n'est bonne que si elle est intelligente et pas parce qu'elle existe. Mais on voit bien. Et donc, essayer aussi de rester sur cette logique-là, c'est-à-dire de dire, si je vous l'annonce le jeudi, même si on a la réponse le mercredi, il n'y a peut-être pas d'obligation à l'annoncer spécifiquement avant, parce que je pense que c'est rassurant pour chacun de se dire, je sais au moins que jusqu'à jeudi, je vais être dans une certaine quiétude et une certaine sérénité. Ce qui est primordial, c'est vraiment de planifier sa montée en puissance. Le 12, on va dire, le 11 mai, je prends un exemple. Le 11 mai, je réunis mon équipe pédagogique, je montre la classe test, j'explique comment ça va fonctionner. Quand j'ai l'équipe pédagogique, j'inclus même les personnels administratifs, éventuellement des parents d'élèves. Les agents, des parents. Des parents d'élèves. Voilà une classe test, voilà comment elle va fonctionner. Demain, on va ouvrir 2 classes. Le mercredi, on fait le retour d'expérience, avec peut-être même les mêmes personnes. On peut encore inviter les parents d'élèves, et le retour. Hein. Et le jeudi, on ouvre 2 classes de plus ou 3 classes de plus, et ainsi de suite. De manière à se dire, au bout de 2 semaines, ou au bout d'une semaine, le mercredi de la deuxième semaine, je suis arrivé à mon niveau seuil de fonctionnement, ce qui n'empêche pas de faire des retours d'expérience. Mais là, on est sur presque un fonctionnement qui est normalisé par rapport à la période considérée. Alors, Boyer évoque là une question qui est certainement l'une, il me semble, des plus complexes, qui est la situation des élèves à besoins particuliers, je pense en situation de handicap. Il est clair que là, ce sont des élèves qui se sont retrouvés souvent encore plus isolés. Moi, ne serait-ce que par expérience, j'accueille 25 élèves sourds ou malentendants. Et on peut imaginer toutes les difficultés à suivre une classe web, même quand on a la lecture labiale. Enfin, c'est vraiment une grosse complexité qu'on peut imaginer. Là, je ne peux que vous dire qu'on aura peut-être du mal à répondre et que ça renvoie à chaque situation individuelle, il me semble, qu'il y a les AESH, les accompagnateurs d'élèves en situation de handicap, qui peuvent, s'ils sont là, fonctionner, et que là, on est sur des constructions très particulières. Et je sais qu'à Managéduc, à un moment donné, on réfléchit et qu'il y a eu, via, je crois, être prof aussi, la communauté est très prof, des réflexions très spécifiques sur ces questions-là. Mais là, je dirais là encore, on parlait de gestion des priorités, ça me fait mal de dire ça, et il y a peut-être un peu de cynisme quand je le dis, mais que concrètement, il y a un moment donné où c'est peut-être pas la priorité qu'on va être en capacité de gérer dans les premiers jours,
même si pour l'élève, j'entends toute la souffrance d'imaginer qu'une partie de la classe a redémarré et pas tous. Donc soit tout va bien avec les collectivités, à la limite, et avec des parents et on a des solutions, soit malheureusement, là encore, je pense qu'il faut être très raisonnable parce que je pense qu'un élève peut être encore plus stigmatisé si on l'accueille une demi-journée et qu'il a une montée en puissance de tous les autres parents parce que il va toucher les autres et qu'à un moment donné, les parents disent moi je mets plus mes enfants à cause de lui. Donc là, c'est des situations extrêmement complexes. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais En fait, le problème, c'est quand vous parlez de handicapé, vous parlez d'handicapé mental. ça dépend, c'est très variable. Hein. Ça peut être, je pense que ça peut être du handicap physique avec toutes les difficultés parce que là, d'un seul coup, on a déplacé les classes, on n'est pas dans les mêmes. Mais ça peut être aussi des élèves, effectivement. Moi, j'entendais des collègues qui me disaient, on a des élèves qui, en fonction de leur handicap mental, voire même physique, bavent, par exemple. Et très clairement, là, on voit bien que les choses, sauf avoir quelqu'un accompagné, sinon c'est très difficile de mettre en œuvre les choses. En fait, l'intérêt général doit, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais l'intérêt général doit primer sur quelques intérêts collectifs ou quelques cas particuliers. Alors après, on ne peut pas pallier toutes les difficultés, donc il faut faire des choix, hein, et des choix qui doivent aller dans le sens de l'intérêt général. Au niveau des questions, je vois effectivement la difficulté, et c'est pour ça que ça ne peut être que progressif et que partiel, je crois de toute façon, sur le fait que comme en plus on repose en grande partie sur le volontariat, même si on sait que ce volontariat il va être différent au mois de juin, où à un moment donné, ça sera plus du chômage technique, mais d'autres conditions beaucoup plus difficiles économiquement pour un certain nombre de familles. Le fait que on doit continuer aussi ce travail en distanciel, et ce qui fait que par définition, on peut pas imaginer qu'un professeur va assumer son emploi du temps à 100% et rester disponible pour faire des différences. Alors après, je sais qu'il y a des professeurs qui imaginent, il existe des micro-casques qui se mettent en Bluetooth, etc. Je sais que nous, en lycée, ça va être assez simple d'imaginer qu'on fait une classe à distance avec 6 élèves qui sont en interne. On peut même imaginer mettre 6 élèves en salle informatique avec du cellophane et qui travaillent un peu autonome et le professeur à distance. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut imaginer. Bien sûr que les solutions sont pas du tout transposables au niveau d'un maternel, de CP, de CM2 et même de collège. Sachez bien cette vision. Mais j'en reviens quand même à quelque chose qui est essentiel, c'est d'abord bâtir votre stratégie de reprise des cours. Ensuite, les outils ou les solutions se mettront en place avec votre stratégie, mais ne pas passer d'abord par les solutions et les outils sans avoir de stratégie. C'est important, ça, d'avoir cette stratégie, cette planification étape par étape, de manière à montrer que vous maîtrisez la reprise des cours et que derrière, vous faites face aux éventuelles difficultés qui pourraient naître du retour d'expérience. Oui, c'est bien pour ça, et je reviens à la question de Véronique, si c'est clair que il faut s'adapter, mais que dans le même temps, à l'impossible, nul n'est tenu, et que moi, je reste autour des fondamentaux de nos métiers, c'est-à-dire à la fois, comme vous l'avez dit, sécuriser, rassurer, et que la protection est, à mon avis, le premier devoir, et je rappelle même que pour nos métiers... Il y a la confiance derrière, et la confiance, elle est primordiale dans cette rentrée. Tout à fait. Et deuxième point, je pense qu'effectivement, c'est pas si simple que ça, et ça va poser la question du lien social à un moment donné. Parce qu'on peut comprendre, hein, et des collègues me l'ont dit de manière un peu paradoxale, c'est plutôt les familles favorisées qui aussi, pour des raisons de responsabilité professionnelle, préféraient que leurs enfants rentrent, alors que c'est les familles qui étaient certainement peut-être les plus à même dans leur compréhension du système scolaire pour accompagner leurs enfants, et les familles les plus défavorisées qui, exposées aussi à nombreux messages angoissants, préfèrent garder leurs élèves à la maison, alors que nous, notre sentiment, c'est plutôt l'inverse. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que s'il y avait priorité, quand vous disiez proposer à des parents de partager, voire même, suivant les parents, de co-construire avec vous, je pense que très clairement, ça fait partie des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas se limiter aux parents élus qui sont souvent... j'ai rien du tout contre les parents élus et j'apprécie beaucoup les parents élus, mais on sait très bien qu'une partie, ce sont des professeurs, donc voilà. Mais aussi peut-être en profiter pour ouvrir à d'autres parents qui d'habitude sont plus éloignés de l'école, ou même parfois à nos agents qui eux aussi sont parents, et les mettre dans des rôles un peu différents pour rassurer tout le monde,
parce que j'entends aussi quand même beaucoup d'angoisse et que si vous restez un temps soit peu sur les médias, vous avez beaucoup d'angoisse qui peut venir. Ça, c'est très clair. De manière globale, en ce moment, sur le plan sociétal, il y a beaucoup d'irrationalité. Il suffit de regarder la rue, avec les gens qui se promènent avec des masques alors qu'ils sont complètement isolés. Donc il faut sortir de cette irrationalité pour aller vers une rationalité et expliquer. Et justement, les personnes qui seraient dans cette irrationalité, cette angoisse presque hystérique, leur montrer que non, en fait, il y a des mesures qui sont prises, qu'on va y aller de manière progressive, qu'il n'y aura pas de prise de risque inconsidérée, et que tout ça, c'est fait dans l'intérêt des élèves les plus en difficulté. Tout à fait. Alors, il y a aussi Marie-Christine qui nous dit, faut pas hésiter aussi peut-être dans notre stratégie à réaffirmer et à se reconcentrer sur certaines compétences plus fondamentales. Et en particulier autour de ce qui peut être les compétences de base en français et en mathématiques. Ça peut être suivant, là aussi, je dirais, vos forces dans d'autres domaines. Moi, j'ai vu des professeurs d'EPS faire des choses assez remarquables autour de la motivation, la capacité à s'organiser, la capacité à maintenir un effort quand c'est difficile, etc. Mais effectivement, peut-être une réflexion et associer les professeurs à une sorte de réflexion pédagogique qui déterminerait à un moment donné des priorités. Moi, il est clair que dans mon établissement et en particulier sur la voie professionnelle, on va se concentrer sur le temps en atelier parce que d'abord, c'est bien plus simple à organiser et c'est là-dessus qu'on va remobiliser des élèves et garder du distanciel, peut-être faire des mathématiques pour ceux qui iraient en BTS après, en terminale, mais c'est clair qu'on y a un moment donné, à essayer de courir 15 lièvres, on en attrape aucun, et que donc concrètement, on reviendra à le cœur d'un bac pro industriel, c'est le travail technique en atelier, donc c'est surtout ça qu'il faut remettre en œuvre, d'autant plus que c'est impossible de le faire chez soi. Voilà. Mais il faut oser ce partage, je pense, et cette réflexion pédagogique avec les collègues. Ne pas, il faut l'affirmer, il faut le partager comme étant un axe majeur. Parce que sinon, on va créer aussi des déceptions de collègues qui vont dire vous êtes gentil, mais l'art appliqué, à chaque fois, on est la dernière roue du carrosse et dès qu'on peut nous supprimer, on nous supprime. Voilà. Il faut sortir des 54 pages et rendre pratique en fait les 54 pages du guide de préconisation sanitaire en montrant que c'est pris en compte par l'établissement et de manière concrète et en rassurant et en communiquant l'ensemble des parties prenantes sur cette rentrée scolaire. Alors, il y a Patch aussi qui évoquait les arts visuels qui peuvent aider à dépasser les émotions et donc bien sûr, et je rappelle, il y a même des projets autour des arts visuels ou même de l'écriture sur tout ce qui était narration du vécu, narration de la reprise, tout ce qui est organisation qui permettent de poser ces temps-là. Christine, de manière un peu paradoxale, nous disait que là où, dans l'Est et à Mulhouse en particulier, où la crise a été d'autant plus forte, il y a une très forte demande de reprise et que là, peut-être, j'essaye de résumer un peu. On en a peu parlé, mais on peut aussi imaginer à un moment donné, je pense, communiquer sur des chiffres qui seraient le pourcentage d'élèves qui, dans la semaine, a eu un temps en présence d'un professeur, mais qui n'est pas le même que le pourcentage d'élèves qui seraient revenus toute la semaine. Et que dans la progressivité, il me semble important, effectivement, dans une première étape, de penser à ceux qui ont absolument besoin de revenir. On va revenir sur ce que vous disiez, votre matrice du risque, et en particulier ceux qui subissent des violences, ceux qui ne mangent pas suffisamment, ceux qui sont dans des situations particulières. Et après, je pense qu'effectivement, on peut être dans un deuxième temps en disant, on va peut-être arriver à ce que 40% des élèves, à un moment donné, il y en a qui viennent le lundi et le jeudi, ils ont travaillé à distance entre les deux, et en revanche, et donc les temps de présence, je vois que des collègues évoquaient l'école inversée, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans ce type de dynamique et c'est une façon peut-être de construire, même si le temps est court, et ça il faut qu'on l'entende au niveau des professeurs, je pense encore plus au lycée que ça c'est un peu la faiblesse, c'est-à-dire plus on va reprendre tard, plus on va demander de rentrer dans des pédagogies qui ne vont pas être testées sur très longtemps, donc il faut rester modeste là aussi par rapport à l'effort qu'on demande, mais je pense que la progressivité on peut la penser comme cela et que pour les familles ça peut être rassurant, je pense plus l'enfant est grand, plus il n'a pas besoin de venir systématiquement. Alors, Monsieur Carès, je ne le vois plus.
Si, mais moi, je Est-ce vous vois, moi. Bon, bah alors c'est parfait, c'est parfait. C'est peut-être moi qui ai un petit souci de connexion. Euh, des collègues insistaient sur la nécessité de réunir. Alors, je rappelle que le comité d'hygiène et de sécurité, c'est au niveau des établissements. C'était des conditions de travail, c'est au niveau du département et au niveau de l'académie. Mais bien sûr, faire des CHS, des comités d'hygiène et de sécurité, même certains le réunissent avec on réunit plusieurs, c'est-à-dire il y a un CHS un peu avec surtout des élèves, un CHS un peu avec surtout les agents, un CHS avec surtout les parents, les professeurs, enfin bon, même si c'est un cadre. Et moi j'irais un petit peu plus loin que simplement, pas seulement pour présenter le protocole, mais je pense qu'on peut en faire un assez vite, par exemple, et aussi un CA exceptionnel, je suis tout à fait d'accord, avec cette question qui est voilà le protocole que je vous présente et n'hésitez pas à poser des questions, voire même on le modifiera en fonction de ce qu'on va se dire. C'est-à-dire pas seulement je cherche à vous rassurer, mais aussi à un moment donné, dans un cadre précis avec des objectifs, construisez ensemble et vous êtes intelligent et on peut réfléchir ensemble. Et voilà comment, dans l'établissement, je l'ai organisé. Voilà comment la classe pilote est organisée. Il faut et puis que eux participent à la co-construction, parce qu'ils ont certainement des idées à apporter là-dessus. Hein. Et ça amène de la confiance parce qu'on fait participer et puis on communique sur les mesures que l'on met en place concrètement. On sort un petit peu de ce guide de 54 pages et on met sur le terrain, on place sur le terrain, dans la classe, les mesures de protection sanitaire. Tout à fait. Alors, il y a Sabine qui nous dit, et c'est effectivement là, et on passe aux opportunités, qu'effectivement, dans son établissement, ils vont même imaginer un fonctionnement avec 45 minutes de cours et j'imagine 10-15 minutes de pause sanitaire. Et que là aussi, on va peut-être se rendre compte que le format 45 minutes, il est peut-être aussi utile qu'un format 55 minutes, et qu'il y a peut-être des choses qui resteront sur le long terme de manière plus Bien sûr, expérimentale à un moment donné. bien sûr, il y a peut-être des enseignements à tirer de cette crise à tous les points de vue, hein, sur le plan sociétal et sur le plan du fonctionnement des établissements scolaires, j'en suis convaincu. On a découvert des modes de fonctionnement que l'on n'aurait peut-être pas pensé aussi efficaces avant cette crise, hein, comme le télétravail, toutes ces choses-là. Mais à la condition, bien sûr, que les gens aient la capacité à être connectés à distance, dans de bonnes conditions. Ce qui Alors, est important, c'est vraiment d'être sur le concret et de mettre de la progressivité et de la maîtrise dans la rentrée prochaine. Alors c'est ce que disait Sabine, il disait en plus, ça permet de mettre des récrés décalés et de gérer ces temps de récréation. Et je pense qu'effectivement, c'est tout à fait intéressant. On sait même que dans certains contextes d'éducation prioritaire où la violence dans la cour peut être un peu forte, l'idée même des récrés décalés est quelque chose qui fait partie parfois des histoires d'école depuis longtemps. Sur le plan, peut-être, il nous reste encore 5-6 minutes. Comment vous, en tant que professionnel, vous structuriez un peu vos retours d'expérience et comment arriver à faire en sorte qu'un retour d'expérience ait une vraie efficacité et soit pas simplement une étape où c'est déjà important, on sent à la limite des mal-être de certains, on garde des choses, mais comment construire une équipe autour du retour d'expérience? Le retour d'expérience, il faut le structurer par fonction, hein, donc fonction pédagogique, fonction soutien, fonction administration, fonction restauration, fonction, je parle ça de manière de toute façon très, très improvisée, fonction récréation, et voir chaque fois les points positifs, donc ce qui a bien marché, ce qui est à améliorer, et les mesures que l'on peut imaginer derrière pour améliorer justement ce système-là. Ça permet de structurer, hein, de travailler comme ça par grande fonction. Hein. Pédagogie, soutien, intercours, ça sont des idées. Hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, Restauration, je ne sais pas où vous en êtes actuellement de la restauration, parce qu'il y a différents cas de figure qui sont évoqués suivant les structures. Vous avez parlé, vous, de vos internes. Vos internes, c'est un sujet à part entière. Parce qu'on voit que l'hôtellerie n'est pas ouverte, mais on va accueillir des internes. Donc, c'est un sujet à part entière. Vous êtes presque même les précurseurs de l'hôtellerie. Donc, on vous demande beaucoup de choses en peu de temps, quand même. Hein. Donc, tout ça, ça mérite d'être pris calmement et avec progressivité et de faire chaque fois. Là, par exemple, vous avez une fonction hébergement, il faut faire un retour d'expérience.
Tout à fait. Alors, Donval nous dit qu'en plus, par contre, l'avantage, c'est que le protocole qui nous a été donné a un côté un peu effrayant quand on regarde le nombre de pages, mais qu'en revanche, effectivement, il est structuré et qu'il y a, il y a même des parties assez précises sur même les douches, et que ça nous permet de balayer. Moi, il me semble que l'une des logiques, c'est de partir de la journée de la personne qu'on cherche à sécuriser à un moment donné, et donc on suit son chemin de l'entrée le lundi matin jusqu'à la sortie le vendredi soir, et qu'on voit à chaque fois un peu les difficultés. Oui. Bien sûr, en fait, vous avez des flux de personnes à gérer, des flux, vous êtes en ERP, vous avez des flux de personnes de différents âges, suivant le type d'établissement. Et donc cette personne, à partir du moment où elle est dans l'établissement, il faut qu'elle soit en sécurité par rapport aux risques sanitaires. Alors, sur la restauration, peut-être, je vois que les collègues n'en ont pas parlé, alors qu'il nous semblait un peu qu'il y avait deux points majeurs. C'était à la fois peut-être la restauration et aussi les sanitaires. Les sanitaires, on voit qu'il y a des solutions avec les 15 minutes de pause. On voit qu'il faudra être dans des logiques de les nettoyer, je crois, très régulièrement. En revanche, sur la restauration, n'hésitez pas à partager un peu les choses. Oui. Le point essentiel, ça reste quand même le lavage des mains. C'est vraiment le point essentiel. Plus que d'habitude. Donc, tout à fait. Pareil, des choses simples et des choses qui sont faites régulièrement. Alors, il y a effectivement des cartes mentales qui circulent autour des différents points, et comme vous disiez, par fonction un peu. Moi, j'avais des collègues qui disaient, j'ai le sentiment que j'ouvre un tiroir, dans le tiroir il y a une boîte, dans une boîte il y en a une autre, un peu comme les poupées gigognes. Après, je pense qu'il faut faire attention, et que, comme vous le disiez, repartir des préconisations sur les gestes barrières, qui quelque part, comme vous le disiez, sont bien une certaine distance, en particulier sur les circulations, mais qu'une fois qu'on est sur son espace de travail, la problématique est quand même en partie résolue. Utiliser un certain nombre de protections, peut-être dans le cadre de, si vraiment on n'arrive pas à respecter les distances de circulation, on voit bien sur les transports en commun par exemple, mais même j'entendais des études ce matin qui disaient qu'a priori dans le métro, avec les systèmes de ventilation utilisés, on est peut-être dans un lieu relativement sûr, alors que concrètement, notre a priori serait de dire on va pas l'être, quoi. Et concrètement, comme vous le disiez, se laver les mains, et je crois même en priorité avec du savon. Au Danemark, il y avait un des directeurs qui a appelé son fils pour montrer les mains de son fils, qui à un moment donné avait beaucoup réagi au gel hydroalcoolique, et que très concrètement, le savon suffit. Enfin, je veux dire, faut aussi rester prudent. Et on sera à un moment donné où le risque de contagion, l'important, c'est que ceux qui sont malades ne viennent pas, ça c'est très clair, mais en revanche, on va retomber à des niveaux qu'on connaît d'habitude. Alors il faudra peut-être qu'on en garde d'ailleurs un peu plus de rigueur, comme la grippe, mais très concrètement, le principe, c'est que la pandémie, et je me faisais aussi la remarque qu'on est à peu près à 2 mois du début du confinement, même pas, et qu'en gros, on est sur un horizon là qui est à peu près le même. C'est-à-dire, si on pense 6 mai, 4 juillet, donc ça renvoie à la progressivité que vous expliquiez, et que le temps est long encore. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc des collègues, Laurent explique dans un premier temps des paniers repas fournis par le conseil départemental, avec plutôt le matin, si j'entends bien ce que dit Laurent Kaufmann, les demi-pensionnaires, et les externes, peut-être ne les faire rentrer que l'après-midi au collège. Voilà, là aussi quelque chose d'assez pragmatique, en imaginant, même si c'est pas vrai à 100%, qu'il y a certainement plus d'élèves, connaissant Laurent et son collège, ça doit être très vrai, qui ont besoin absolument de revenir dans les demi-pensionnaires que dans les externes. Voilà. Il y a beaucoup de collègues qui disent qu'effectivement on va passer au panier repas, on va passer au froid. On en a peu parlé là, mais on est souvent aussi plutôt dans une logique d'une salle égale une classe, et c'est les professeurs qui se déplacent, et avec la possibilité de nettoyer la salle quand on a fini de l'utiliser. Je voulais en parler sur le fonctionnement des lycées et des collèges où les élèves avaient l'habitude de changer de salle. Là, il est clair que les élèves restent en salle et c'est les professeurs qui se déplacent. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'après, je le rappelle, parce que c'est assez, pour l'anecdote, on commençait à préparer la reprise, parce que comme j'ai dit, il va y avoir quelques internes, donc il va se passer quelque chose un peu plus tôt dans les autres lycées, et les collègues me disaient, mais il y a le problème de la poignée.
Et je leur dis, mais si vous laissez la porte ouverte, en plus dans la configuration actuelle, est-ce que ça pose problème? Non, pas du tout. Donc je dis, c'est simple, la salle est nettoyée, y a un document qui l'indique, vous l'ouvrez le matin, vous laissez la porte ouverte et on est dans une logique de sécurité 100%. Donc on voit bien qu'en s'appropriant les choses, on lève un certain nombre de barrières qu'on se pose les uns les autres tant qu'on n'a pas essayé. Je vais vous laisser peut-être conclure parce qu'il est déjà 19 heures. Vous remercier très, très sincèrement de ce deuxième temps de présence. Rappelez que sur le site Manageduc, il y a un compte-rendu de ce que vous nous aviez proposé la dernière fois et je crois même associé à un document que vous nous aviez partagé. Merci beaucoup parce que ça a été vraiment un moment de conseil et de retour d'éléments très pratiques pour pas mal de collègues. Et peut-être, si j'ai bien entendu, avoir sa stratégie, l'appliquer dans la progressivité et se donner des temps d'évaluation, de retour d'expérience pour passer d'une étape à l'autre et annoncer les choses dans le temps de manière maîtrisée. Voilà un peu les quelques points qui me semblent. S'il fallait improviser ce que je retiens, il y aura plus de choses, mais j'étais là-dessus. C'est exactement ça. En fait, il faut vraiment redonner de la confiance pour cette rentrée. Pour cela, il faut donner de la progressivité pour montrer qu'on maîtrise la rentrée. Ça veut dire que cette progressivité, elle va s'établir sur des actions qui vont consister à sécuriser, bien sûr, à rassurer, tester des procédures et puis des locaux de manière concrète et communiquer dessus pour montrer qu'on a fait le nécessaire, planifier de manière progressive la rentrée jusqu'à votre niveau d'acceptation maximale étant donné les circonstances sanitaires et bien sûr piloter au moyen d'une cellule de pilotage, ça s'appelle pas ça une cellule de crise, une cellule de pilotage avec le suivi du quotidien avec la main courante et une cellule d'opération qui permet de répondre aux sollicitations qui sont celles de la journée. Et je pense que dans la progressivité, on peut très bien avoir un jour de préparation, un jour de cours, un jour de retour d'expérience, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment stabilisé pour peut-être faire cours tous les jours, suivant votre niveau de confiance sur l'ensemble de vos paramètres. Donc, progressivité, coordination, bien sûr, réactivité face aux problèmes et bien sûr communication. Merci beaucoup. Notre modérateur Guénolé nous dit qu'il vient de mettre le lien sur votre précédente intervention. Et encore merci beaucoup, Monsieur Carès, du temps que vous avez pris. Je viens de voir, et par expérience, je sais que ce n'est pas de la simple politesse, de nombreux messages qui vous remercient pour vos conseils, à la fois, j'allais dire, stratégiques, mais aussi pratiques. Et puis, je ne sais pas si on se reverra parce que j'ai un peu l'impression qu'on se croise dans des moments qu'on ne souhaite pas revivre. Là, voilà. Je pensais qu'il était crucial d'amener des orientations et du soutien. Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans le corps professoral et qui avaient de nombreuses interrogations. Donc, ça m'a paru utile. Ben, merci beaucoup, d'autant plus que vous, pour avoir vécu dans un passé professionnel un peu lointain, mais dans des structures de développement international et avoir vécu un certain nombre de crises, je sais très bien que toutes ces méthodes de gestion de crise, quelque part, elles s'appliquent pas seulement aux pandémies et que très clairement, malheureusement, suivant nos établissements et nos carrières professionnelles, on est toujours amené à gérer et d'avoir nos structures qui ont l'habitude, et je pense qu'on aura retiré ça aussi sur la nécessité d'être bien dans cette capacité à être prêt à assumer des crises, même si on n'a pas besoin et qu'elles sont rarement de cette ampleur-là. Mais je crois que ça fait partie de nos métiers aujourd'hui. Encore merci beaucoup. Je ne sais pas si le prochain rendez-vous Manageduc est annoncé, je ne crois pas. Mais en revanche, je vous rappelle que si vous allez sur le site, vous allez trouver un dossier sur l'évaluation qui est une vraie question dans cette période. J'ai pas dit simplement notation. Et vous allez retrouver aussi dans la première page un dossier qui renvoie à toute la période du confinement. Et c'est là que vous retrouverez les différentes interventions. Et il y aura, j'imagine, en milieu de semaine prochaine, une synthèse de ce qui s'est dit. Encore une fois, de tout cœur, merci beaucoup, Monsieur Carès. Et puis, j'allais dire, voilà, bon courage à tous, bonne reprise à tous, progressivement, et portez-vous bien. Au revoir. Très bien, merci à tous, au revoir.
Je laisse encore le temps qu'on nous dise au revoir et voilà. Fabienne termine par un cœur.